Bonjour et bienvenue chez moi, dans ce cabinet virtuel où je vous accueille avec plaisir. Cela s'appelle des jours et des lunes et je vais vous parler d'astrologie. Une astrologie au rythme de la nature, au fil des saisons, au fil du temps, au fil de soi. Je m'appelle Patricia et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Alors au sommaire de l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de Neptune et du temps du Poisson. Nous sommes en mars en effet, et c'est le mois du Poisson. C'est le mois de la fin et c'est le mois du recommencement. C'est le mois du printemps qui va revenir et c'est la fin de l'hiver. Donc nous commencerons d'abord par une présentation de Neptune et de ce qu'il va représenter dans un thème. Puis je vous parlerai ensuite plus précisément du signe du Poisson. Et enfin, comme d'habitude, je vous ferai un petit topo sur la nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars en Poisson justement. Je vous souhaite une excellente émission. Et oui, cette chanson Procolarum résume absolument ce que peut représenter Neptune, c'est-à-dire cette image de la sirène, le fait de se faire mener en bateau dans tous les sens du terme, la question de la boisson, des vertiges. On peut dire que tous les ingrédients neptuniens se retrouvent dans cette chanson et c'est pour ça qu'elle me paraît particulièrement appropriée pour évoquer Neptune. Alors, si on suit notre roue zodiacale, Neptune est le maître du Poisson. Nous sommes donc arrivés au 12e signe du zodiaque, à la fin de la roue, sachant que le principe d'une roue, c'est de recommencer. Mais Neptune, c'est la fin, et c'est à la fois le tout et le néant. Parce que Neptune, c'est avant tout le flou, c'est l'irrationnel, c'est l'invisible, c'est tout ce qui peut nous éloigner de la réalité, et qui nous permet néanmoins de nous la faire percevoir, mais différemment. C'est très très difficile à capter ce que peut représenter Neptune. On va d'abord commencer en disant que Neptune est considéré comme l'octave supérieure de Vénus. Vous vous rappelez, le mois précédent, je vous avais dit que Uranus était l'octave supérieure de Mercure. Donc à chaque fois, quand on arrive dans ces signes, dans ces planètes transpersonnelles, on trouve une planète personnelle, on retrouve l'essence d'une planète personnelle, mais démultipliée. Eh bien, c'est ce que l'on va avoir avec Neptune, et on pourrait dire que là où Vénus est la planète qui nous fait entrer en relation avec l'autre, je rappelle que le Soleil c'est l'énergie, la Lune les émotions, Mercure, la manière dont on entre en communication avec l'autre, Vénus, c'est la manière dont on entre en relation avec l'autre, où on y met du sentiment. Donc Vénus nous fait rentrer en relation avec l'autre à travers nos sens, à travers nos sensations, et Neptune, lui, va nous donner accès, en quelque sorte, à une ultra-sensorialité. C'est-à-dire que Vénus voit, et elle est sensible à la beauté qu'elle voit. Neptune voit au-delà. Vénus entend, et elle est sensible à la musique. Neptune, il entend au-delà du son. Autrement dit, on est dans l'ultrason. Donc on est dans la clairvoyance, on est éventuellement dans la clairaudience, et ceci peut s'adapter à toutes les sensations. Ce qui fait que Neptune, en fait, c'est notre intuition, et c'est cette connexion que nous pouvons établir avec l'invisible. Comme Vénus, c'est une énergie yin, une énergie féminine, donc une énergie réceptive, et comme avec Neptune, tout est amplifié d'une certaine manière, mais en fait, c'est pas amplifié à la manière de Jupiter, c'est amplifié dans ce sens que tout se dissout, tout s'écoule, tout nous échappe, et donc cette énergie de réception peut être aussi une énergie extrêmement passive. Neptune est relié aussi au rêve, et
Dans ce sens, évidemment, il peut potentiellement nous éloigner de la réalité. Si nous reprenons les planètes que nous avons vues depuis le début de l'année, Saturne en janvier, c'était la structure, Uranus en février, c'était la cérébralité, Neptune en mars, c'est la sensorialité. Structure, mentale et corps, mais corps relié au grand tout. Neptune, donc le maître des poissons, comme je le disais, c'est le grand tout. Pour comprendre Neptune, il faut regarder son élément, c'est-à-dire l'eau. Je rappelle que Neptune appartient au signe des poissons et que c'est le 3e signe d'eau du zodiaque, après le cancer, l'eau maternelle, le scorpion, l'eau saumâtre, l'eau dans laquelle il se passe des choses que l'on ne voit pas toujours. L'eau des poissons, c'est cette eau qui vient tout submerger. Alors, revenons donc sur cette image de l'eau. Sans eau, pas de vie. Mais attention, c'est-à-dire que cette eau, il faut pouvoir en sortir. L'enfant in utero est effectivement immergé dans l'eau du liquide amniotique, mais pour autant, à la naissance, il perd en quelque sorte ses branchies, si l'on peut dire. Ses poumons se déplient et cette eau est désormais celle qui pourrait la noyer. Donc on voit ça avec Neptune, c'est-à-dire que Neptune met du flou de partout. Et quand ça devient trop flou, on peut se noyer. Neptune, c'est tout ce qui nous éloigne de la réalité, aussi bien les substances diverses que l'on peut ingérer, alcool, drogue, médicaments, que l'état dépressif. Sans aller jusqu'ici, Neptune, ça va être aussi la désillusion. Neptune, ça va être la capacité à se faire des films et partant, la déception que cela peut amener. Neptune peut amener le plus beau. Il est l'inspiration, il est la vocation, il est la créativité artistique, la sensibilité, l'empathie, la compassion. Et Neptune peut aussi amener le pire. Parce que comme il porte en lui la capacité de dissoudre, Neptune, c'est aussi un état de conscience altéré. Je reviens ici sur la question des drogues, de l'alcool, des médicaments. C'est le rêve au risque de s'y perdre. C'est la spiritualité au risque, là encore, de s'y perdre. Et c'est aussi, et ça c'est très important de le comprendre, c'est le besoin de fusionner avec l'autre. Et d'être tellement à son écoute et sur la même longueur d'onde que c'est également le risque de se perdre soi-même. Pour bien maîtriser son Neptune, il faut rester ancré. C'est pour ça que les signes de terre sont là pour aider les signes d'eau. L'eau va permettre de faire germer, mais la terre va permettre de prendre racine. Pour bien vivre son Neptune, il faut être ancré. Donc vous l'aurez compris, Neptune se manie avec précaution, parce que Neptune peut apporter le plus beau comme le plus angoissant. Si vous voulez encore une autre métaphore, Neptune, c'est la plénitude de l'état amoureux quand on est dans son meilleur, mais c'est aussi la difficulté à se reconnecter au réel quand on doit justement sortir de cette bulle. L'énergie neptunienne, c'est sans doute la plus belle de toutes les énergies du zodiaque, parce que c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de pardon, c'est une énergie d'humanité, mais c'est également l'énergie la plus redoutable du zodiaque, et c'est celle qui est à manipuler avec le plus de précaution, ou alors de soin. Vous savez, c'est ce qu'on va trouver sur, je pense au handle with care en anglais, c'est-à-dire cette idée que, attention, manipuler avec précaution. Voilà, c'est ça, l'énergie de Neptune. Turn the water, shade of fair. Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines. Il y a une légende juive qui raconte une très jolie histoire à propos de cette petite fossette que l'on a entre le nez et les lèvres. J'ai retrouvé ici un extrait du roman Nancy Houston, L'empreinte de l'ange, et du passage qui raconte ça. C'est ici, dit-il, que l'ange pose un doigt sur les lèvres du bébé juste avant la naissance. Chut. Et l'enfant oublie tout ce qu'il a appris là-bas, avant,
en paradis. C'est donc cette idée que on est empli de la connaissance du monde et que on nous intime à la naissance de nous taire et de tout oublier pour tout réapprendre. Eh bien, nous pourrions dire que le signe des poissons incarne parfaitement cet entre-deux. Le signe des poissons, c'est le signe de l'entre-deux. C'est la dernière étape sur la roue du zodiaque, l'équivalent du mat dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'il va être à la fois le 0 et le 22, la fin et le début d'autre chose. Le signe du poisson, c'est à la fois le grand tout et sa dissolution complète. C'est un signe qui est maîtrisé par Neptune, dieu des océans. C'est un signe d'eau, comme le Cancer, comme le Scorpion. Et c'est un signe qui va annoncer la libération des eaux de Mars pour la venue du printemps. L'image qu'on pourrait avoir aussi, c'est l'image de l'Ouroboros, c'est-à-dire ce serpent qui se dévore lui-même et qui forme ainsi un cercle, une boucle qui représente l'infini. Eh bien, il n'est qu'à regarder le glyphe des poissons pour comprendre ce mouvement. L'un des poissons monte vers le ciel, pendant que l'autre redescend à la source. On a ce mouvement pendulaire perpétuel. Si on reprend l'ordre des signes du zodiaque, nous avions l'humanisme cérébral du Verseau en signe d'air, nous arrivons à l'émotivité des poissons, signe d'eau, une ouverture sur l'universel, l'idée de l'intégration de tous les hommes, de la connexion aux autres par des moyens qui seront des moyens supra-humains. C'est-à-dire que ça dépasse l'homme, ça va au-delà. Représentez-vous le mouvement de l'eau qui fuit, qui s'écoule, que l'on n'arrive pas à retenir, et qui est d'une force incroyable, d'une détermination incroyable, tout en ayant l'air de rien. Eh bien, c'est ça, les poissons. C'est-à-dire qu'il faut les poissons, c'est un signe, c'est le signe de l'émotion, bien sûr. C'est un signe qui est marqué par l'empathie, par le désir d'aider son prochain, mais surtout par le renoncement à l'ego. C'est l'humanité qui intéresse le poisson, et pas l'homme en tant qu'individu. C'est le signe de la spiritualité, c'est le signe de la recherche de fusion avec l'autre, de la plasticité. Alors, j'ai une image qui n'est pas du tout une image paisible et pas du tout une image poisson d'une certaine manière, mais qui me vient en tête. Mais c'est au début des années 90, dans ce film avec Arnold Schwarzenegger, Terminator, je pense au deuxième Terminator, avec ce tueur cyborg qui avait la capacité, de la même manière que le golem, vous savez, cet être de terre, toujours dans la religion juive d'ailleurs, se reconstituait et tombait en poussière et se reconstituait. Bien, rappelez-vous, dans Terminator, le tueur cyborg, lui, en fait, il se liquéfiait et après, il redevenait à forme humaine. Et du coup, ça lui permettait d'échapper à tout par cette capacité à se fondre et à se reconstituer. Et bien, les poissons, c'est ça. C'est une immense malléabilité qui les rend adaptables à tout et à tous. C'est pour ça qu'on peut les voir dans plein de domaines. C'est également le signe des mouvements de foule. Vous savez, cette image des mouvements de foule que l'on a, c'est-à-dire cette masse qui se meut de manière lente mais inexorable, on n'en voit pas la tête, on n'en voit pas vraiment les contours, c'est ça l'image des poissons. Donc sur le papier, c'est bien joli, ça paraît même très pratique, mais en fait c'est redoutable. Et c'est redoutable autant pour soi que pour les autres. Parce que je ne vous apprendrai pas que l'eau est puissante. Les raz-de-marée, les tsunamis, tout ça, ça en est la preuve. L'eau, elle est dissolvante. Elle va dissoudre les contours, elle va dissoudre les formes, les choses, les gens. Et bien, les poissons, c'est ce signe de la dissolution. C'est pour ça que mal géré dans un thème, il peut mener à la confusion, il peut mener à une trop grande naïveté, il peut mener à l'influençabilité, au manque de rationalité. Et s'il est mal vécu, il peut conduire à l'isolement, au repli sur soi et en son fort intérieur qui paraît tellement plus riche et moins décevant que l'autre, le monde réel,
il peut conduire à la marginalité, il peut conduire à la dépression. Signe des mouvements de masse, comme je le disais, c'est donc un signe qui est aussi associé aux épidémies, aux virus, à l'exil parfois, à ces mouvements comme ça, qui sont des mouvements de flux et de reflux. Donc, vous l'aurez compris, la même manière que l'énergie de Neptune est une énergie à manier avec précaution, les poissons, c'est sans doute le signe le plus délicat du zodiaque, parce que c'est le signe le plus subtil. Il est tout en antennes qui vont s'élancer vers l'extérieur et ensuite, après avoir capté toutes ces ondes, il va les ressentir à l'intérieur. Mais pour un poisson en tout cas, il est essentiel de bien connaître ses frontières intimes, de bien connaître ses limites. Parce que pour vivre pleinement, j'allais dire sa poissonnéité, pour vivre pleinement son signe poisson, il s'agit d'être suffisamment poreux pour laisser entrer la lumière, suffisamment fêlé pour la laisser passer ensuite, pour reprendre l'expression d'Audiard, mais suffisamment solide aussi pour pouvoir la contenir et s'en servir pour éclairer le monde, afin de le rendre plus lumineux et plus beau. Parce qu'elle est là, la mission des poissons. Pour reprendre les mots de Victor Hugo, qui lui-même était poisson, les poissons, ce sont des rêveurs sacrés. Dans votre nuit, sans lui complète, lui seul a le fond éclairé. La promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars. À l'écoute du monde, je trace ma ligne de chance. C'est l'intitulé qu'on pourrait donner pour cette nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 2 mars à 18h34 heure de Paris. Alors, ce qui caractérise cette nouvelle lune, c'est que c'est la grande réunion en Poisson. C'est-à-dire qu'évidemment qu'une nouvelle lune constitue en une conjonction lune-soleil, mais alors là, pour cette lunaison, il n'y a pas moins de 4 planètes qui se retrouvent dans le signe du Poisson. Donc on y a Neptune, maître de la lunaison et qui joue à domicile. Nous y avons Jupiter, qui est conjoint au Soleil et à la Lune. Et enfin, donc nos deux luminaires, Lune et Soleil. Alors, on pourrait dire que ça va donc être une lunaison, une nouvelle lune pleine de sensibilité, pleine d'émotions, pleine d'intuition aussi. Et par rapport à toutes les dernières lunaisons que nous avons pu avoir, il y a quelque chose d'assez doux dans cette nouvelle lune. Alors, elle se situe sur l'axe ascendant-descendant, la lune et le soleil se trouvant en maison 6 et Jupiter conjoint à eux en maison 7. Donc, on sait que c'est l'axe des relations au quotidien qui va être au centre de cette lunaison. Je vous disais 3 directions dans lesquelles aller, donc beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Une lune en Poisson aime rendre service et elle a parfois tendance aussi à s'oublier et à se sacrifier dans le service. La conjonction de Jupiter aux deux luminaires va apporter beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonne humeur, de sympathie, de gaieté. Attention toutefois à ce que ça ne soit pas parfois un peu surjoué, parce que Jupiter, certes, est une planète optimiste, certes, est une planète d'amplification, mais parfois ça amplifie pour le meilleur et pour le pire. Or, il se trouve ici que Jupiter est conjoint à Neptune. Ça peut apporter un petit manque de réalisme aussi. Il n'en reste pas néanmoins que ça fait une nouvelle lune qui est très ouverte sur la spiritualité, qui est altruiste, enthousiaste et chanceuse vraisemblablement. On est en tout cas dans la réceptivité. Je parlais de spiritualité, on est dans les pressentiments. En plus, cette lune se trouve être conjointe à Uranus, ce qui accentue encore cet émotionnel, mais cet émotionnel facile. En fait, ça va être une nouvelle lune qui, après des mois de tension, alors je sais que c'est un côté un peu paradoxal de dire ça quand on connaît la situation actuelle, mais je dirais qu'égoïstement,
il y a une idée de bien-être vis-à-vis de soi dans cette lune. Alors, une lune en poisson, c'est aussi du secret. Ça peut être aussi... Et pour aller dans le sens de la situation actuelle, peut-être, il y a beaucoup d'imprévisibilité aussi, il y a beaucoup d'instabilité. Parce que les poissons sont un signe très fluctuant, associé à l'eau, bien sûr. Uranus, qui est sextile à ce stellium, est aussi dans l'hypernervosité. Donc, il peut y avoir aussi une tension qui pourrait être générée par justement cette nervosité ambiante. Surtout qu'en plus, il ne faut quand même pas oublier qu'Uranus se trouve en carré à Mercure conjoint Saturne. Il peut y avoir un petit peu de nervosité, d'irritation à l'idée de se dire que les choses ne vont peut-être pas aussi vite qu'on voudrait qu'elles aillent. Néanmoins, la conjonction Jupiter-Neptune reçoit en sextile également la triple conjonction Mars-Vénus-Pluton. Là, on est dans de la passion profonde et transformatrice. Pour les couples ou pour les associations, il peut y avoir mise à jour de quelque chose qui jusqu'à présent était un peu tenu secret et officialisation, voire légalisation. Donc je vous ai dit en préambule que à l'écoute du monde, je trace ma ligne de chance parce que oui, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on devait garder une ligne directrice pour cette nouvelle lune, quelque chose à se fixer, c'est l'idée qu'il faut ouvrir ses antennes. Il faut ouvrir ses antennes et écouter ses ressentis intimes. À partir de là, tout est bon, toutes les étoiles sont de votre côté pour partir sur la bonne voie. Mais avant tout, il faut vous écouter. Il faut vous recentrer sur vous et être à l'écoute de vos ressentis. Je vous souhaite une belle lunaison. Des jours et des lunes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter ce temps du poisson. Quant à moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet épisode encore une fois. Je vous souhaite une belle saison des poissons et vous donne rendez-vous en avril pour le temps du bélier. À bientôt!